Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurdavocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Pauline Rongier. Bonjour Lila-Louise. Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat. Merci à toi. Alors raconte-moi Pauline, comment et pourquoi tu es devenue avocate ? C'est arrivé assez tardivement, je pense. C'est pas une vocation que j'avais depuis que j'étais petite, déjà parce que j'avais envie de faire beaucoup de choses et donc j'ai jamais fait le choix précoce d'aller dans une direction ou une autre. Voilà, donc c'est vraiment au cours de mes études de droit. Mais pourquoi des études de droit du coup ? T'aurais pu faire plein d'autres choses. Ouais, c'est vrai. Peut-être que c'est une part de hasard, vraiment énorme même. Tu t'es dit la fac de droit, je vais pouvoir tout. On peut faire plein de choses après la fac de droit. Il faut bien choisir une filière. Ouais. Et puis j'avais fait des choix avant qui m'avaient fermé les portes des prépas scientifiques, littéraires. Et c'est vrai que je me suis retrouvée en terminale. J'avais jamais réfléchi en fait à ce que seraient mes études parce que jusque-là je faisais complètement autre chose. Et donc, oui, ça a été la fac de droit. C'était quoi complètement autre chose ? Je faisais de la danse. Tu faisais de la danse ? Oui. Tu voulais devenir danseuse ? J'allais devenir danseuse. T'allais devenir danseuse. Et il s'est passé quelque chose ? Alors, c'est très jeune, en fait, pour faire des choix aussi radicaux dans la vie, parce que c'est une vie particulière d'être danseur. Et puis, alors, c'est multifactoriel, je dirais. Je me suis blessée, donc là, j'ai réalisé que j'ai été arrêtée 2 mois et j'ai réalisé que avoir un métier qui dépend autant du corps, c'est particulier, c'est un peu angoissant même. Après, je me suis rendu compte qu'il manquait certaines choses dans ma vie. Il manquait les mots, les études. En fait, ça me manquait parce que j'étais plus scolarisée. J'ai commencé à ce moment-là à douter, à me dire que peut-être je préférerais reprendre le lycée. Et voilà, donc j'ai commencé à douter. Il y a des chorégraphes qui sont venus aussi pour monter des ballets. Et alors que j'aimais beaucoup tout le travail depuis que j'étais petite en danse. Voilà, mais au moment où les chorégraphes sont venus, c'est vrai que c'était des... je sais pas si je rentre autant dans les détails. Si, je t'en prie, c'est intéressant. C'était notamment celui qui m'a vraiment fait douter de cette voie. C'est un danseur de Balanchine qui est venu monter donc au Conservatoire supérieur où j'étais une divertimento, ça s'appelle, un ballet de Balanchine. Et Balanchine, c'est des œuvres dansées qui sont, c'est de la danse abstraite, un peu, c'est comme Kandinsky en peinture en fait. C'est très abstrait, c'est des lignes. C'est magnifique. Très géométrique, très épuré, des lignes, etc. Mais c'est vrai qu'au milieu de tout ça, la danseuse, en fait, elle doit pas être expressive. Elle doit vraiment obéir à des figures, quoi, en fait. Et je me suis pas du tout épanouie, en fait, dans ce type de chorégraphie. J'ai pas aimé la façon dont les chorégraphes nous traitaient aussi. Voilà. Donc ça a fait un ensemble de choses qui ont fait que voilà. Et quand tu dis que tu étais déscolarisée, c'est-à-dire que tu n'étais même pas en sport-études, c'est-à-dire que tu avais complètement quitté le lycée ? Oui, en fait, au départ, j'étais en sport-études. Je suis rentrée au conservatoire de Tours en CM2. Et donc là, j'avais école le matin et puis danse l'après-midi. Et puis, quand j'avais 14 ans, les profs ont dit qu'il fallait que je passe le concours du CNSM de danse. Donc, c'est le conservatoire supérieur qu'on fait après le conservatoire normal, quoi. Et puis bon, j'ai été prise et là il y avait plus d'école en fait. Donc c'était 35 heures de danse par semaine. Enfin, j'étais inscrite au CNED parce que l'éducation est obligatoire. Donc j'étais inscrite au CNED, mais j'avais le temps de rien. Je faisais vraiment 35 heures de danse par semaine. Oui. Ouais. Et donc en fait, quand tu décides finalement de pas poursuivre dans cette voie et de te réinscrire au lycée, et donc tu as dû te réinscrire au lycée avant de choisir la fac de droit. J'imagine que tu étais un peu dans une phase de bouleversement. Enfin, tu t'es beaucoup construite avec la perspective de devenir danseuse et finalement, grosse bifurcation. Je me suis construite avec la passion de la danse.
et aussi un peu de la musique, parce que j'étais aussi rentrée au conservatoire en piano, mais toujours avec une hésitation sur ce que j'allais faire après, parce que j'aimais aussi... j'aimais beaucoup de choses, en fait, à cette époque. J'étais pas aussi monomaniaque qu'aujourd'hui. Donc, je m'étais pas tant projetée que ça en tant que danseuse. Mais je m'étais projetée à la fois plein de choses et à la fois rien. Donc, oui, c'est une phase de bouleversement, parce que déjà, j'arrête radicalement la danse. Que pour la première fois de ma vie, T'arrêtes. Tu danses plus même plus de façon loisir. Non, ça peut pas être un loisir, en fait. Pour moi, c'était vraiment une passion. Je pouvais pas le concevoir comme un loisir. Et puis, j'aurais pas trouvé ça aurait été trop une régression. J'aurais pas trouvé quelque chose à mon niveau. D'aussi exigeant, oui. d'aussi... Ouais. Et en fac de droit, comment ça se passe ? Alors, en fac de droit, ça me paraît long, la fac de droit. Ouais, j'ai l'impression que c'est beaucoup, beaucoup d'années pour pas apprendre grand-chose, en fait. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Et en plus, beaucoup d'années... je sais pas, toi qui faisais 35 heures de danse par semaine, là, c'est beaucoup d'années assises sur un amphi. Et puis ensuite, tu sors de l'amphi et tu vas t'asseoir à ton bureau pour faire tes commentaires d'arrêt chez toi. Ça a dû être hyper dur pour toi, non ? Alors, j'ai pas beaucoup le souvenir d'être beaucoup à mon bureau chez moi. Ça, c'était moi, en fait. Parfois, je me dis que je suis à peu près la seule à avoir eu cette vie d'étudiante complètement monachiale. Quand j'interviewe tous ces avocats qui, en fait, me disent non, pas tellement. Ouais, non, ça me paraissait long et puis en fait j'avais jamais trop été dans un cursus comme ça complètement normal, quoi. Donc j'avais l'impression que c'était détente. Ouais, c'était un peu c'est les années où c'était tranquille, quoi. Et comment tu t'es orientée pendant ces années ? Est-ce que à un moment, droit privé, droit, tu vois, comment t'as fait un peu tes choix de... Alors, j'ai tout de suite beaucoup aimé le droit pénal. Donc, ça a tout de suite été ce que je préfère. Et en même temps, j'avais tellement peur de rater tout le temps que j'ai plutôt que d'aller vers la voie qui me plaisait le plus, j'ai plutôt organisé l'échec. Donc je me disais non, je vais pas prendre pénal en option parce que de toute façon, si je rate le concours d'avocat, je ferai quoi avec du pénal ? Rien. Donc il vaut mieux que je fasse du droit privé. Donc j'ai tout réfléchi comme ça, quoi, jusqu'au master 2. Puis donc je me suis retrouvée après à l'EFB, toujours vouloir faire en fait du pénal, mais avoir aucune formation en pénal, donc à faire un stage dans complètement autre chose. Mais au fond de moi, je voulais faire du pénal et finalement. C'est au moment où j'ai décidé de me lancer dans le pénal, même si j'avais aucune formation, ni universitaire vraiment, ni de stage. J'ai pris la décision, quoi, malgré le fait que j'avais rien fait pour jusque-là. Donc un peu tardivement, en fait, j'ai assumé. Et ça, c'était quand ? Au bout d'un an de barreau à peu près. Ouais. Donc tu fais PPI en droit des affaires, stage final en droit des affaires. Ouais, à peu près. Ouais. Enfin PPI, master 2 de droit des contrats. Stage final, plutôt, un cabinet de droit des affaires. Et puis... Et ça se passait bien ? En droit des contrats et en droit des affaires ? En fait, ça se passait bien parce que dans le cabinet où j'étais, donc j'avais fait mon stage final et après ils m'ont gardé en collaboration. Et c'était un cabinet que j'aimais beaucoup les gens qui travaillaient là-bas. Mais en fait, j'aimais pas ce que je faisais, vraiment. Ça me prenait pas, quoi. Ouais. Ouais, donc et moi quand j'aime pas, j'arrive pas à me forcer en fait à travailler et tout, donc c'était très dur en fait psychologiquement. Au point où je me suis dit qu'il fallait que j'arrête, quoi, que ça m'allait pas, que c'était un métier qui me plaisait pas. Et qu'est-ce qui fait que finalement tu n'as pas arrêté justement et que tu as pris l'embranchement du droit pénal ? Ouais, et parce que je me suis dit je vais juste arrêter la collaboration, pas le métier. Voilà, donc je me suis installée. Ok. Ça a été un choix facile à faire ? Non, parce que c'est toujours un peu inquiétant, quoi, de s'installer quand on n'a aucun client et pas particulièrement de réseau et voilà. Mais ça s'est un peu imposé, quoi, à moi. Je me suis rendu compte que je pourrais pas être avocate autrement que comme ça.
Et je me suis surtout dit, de toute façon, j'essaye, et puis si ça marche pas, j'arrête, et je fais autre chose. Et à cet âge-là, en fait, quand on est quand même au début de la profession, c'est peut-être moins stressant aussi de s'installer que quand on a derrière soi des années de collaboration où on gagne très bien sa vie. Voilà, moi, j'avais pas ça. J'avais 2 mois, enfin quelques mois de collaboration. C'était il y a pas si longtemps que j'étais encore étudiante, et voilà, donc j'avais pas une vie avec des charges, et donc non, c'était pas si difficile en réalité. Tu t'es pas habitué à un train de vie qui faisait que ça devenait difficile d'entrevoir la perspective de c'est ça. Potentiellement pas avoir de rémunération, quoi. Ouais, j'étais de toute façon quasi à 0, donc bon. 1 euro de plus, 1 euro de moins sur une ligne à 0. On est toujours à 0. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand tu t'installes ? J'ai 2 clients et je passe énormément de temps dans leur dossier. Alors, c'est qui ces clients, justement ? Alors, il y avait un client, au moment où je m'installe, un client en pénal pour une audience correctionnelle. Que tu avais trouvé comment ? Par un confrère. Ouais. Donc, il y a un confrère qui t'a fait confiance sur du pénal alors que tu sortais de nulle part. J'en avais jamais fait, Ouais. Ouais. C'était un confrère en droit des affaires En droit du travail. En droit du travail. Ouais. Issu du cabinet où t'étais ? Non. Non, pas du tout ? Non. Donc, quand tu t'es installée, t'as prévenu tout le monde ? Ah non, moi je savais pas du tout en fait comment ça se passait. J'étais vraiment à côté de la plaque, je pense, quand je me suis installée. J'ai pas vraiment. Puis j'assumais pas tant que ça en fait, de me dire. Je trouvais ça prétentieux de s'installer. J'avais un peu honte quelque part. Je me disais, est-ce que je vais dire à tout le monde, voilà, je m'installe. Ils vont se dire, mais elle se prend pour qui ? Elle s'installe alors elle a même pas exercé encore. Donc non, j'ai pas vraiment fait ça. J'ai dit un peu autour de moi à quelques personnes proches, mais ouais. Et donc, tu vois, typiquement, cet avocat en droit du travail qui t'a envoyé ce dossier en correctionnel, comment il savait que tu faisais du pénal ? Ah parce que il me connaissait, c'était un ami d'amis. Ok. Ouais. Donc quand même. Mais bon, je ne faisais pas de pénal. Il savait que je voulais en faire. Il savait que tu voulais en faire. Ouais. Ah ouais, gros acte de foi. Donc il t'envoie ce dossier. Il y a le chat qui s'est mis sur l'enregistreur. Je pense que c'est pas très grave, mais quand même. Il t'envoie ce dossier. Tu dis, tu chouchoutes à Donf le client. Enfin, tu chouchoutes le client. Ouais. En tout cas, tu travailles à Donf le dossier. Ouais. Donc ça, c'était un dossier de correctionnel. Ouais. Et puis il y avait aussi un dossier de droit de la famille. Droit de la famille. Ouais. Et ça, c'est pareil. Ouais, pareil. Ouais. Mais j'ai passé des heures. Je me revois. J'ai passé des heures et des heures dans ce dossier. Je pense que. Il aura jamais de sa vie une avocate aussi disponible, en fait. Et les autres clients sont venus. Comment ça s'est fait, tu vois, ce développement ? Alors, il y a un peu des permes. Mais bon, tout ça, c'est pas du tout ma clientèle actuelle. Mais à l'époque. Ouais, à l'époque, oui, j'ai fait des permes. J'ai fait beaucoup de garde à vue. J'ai fait des bus de la solidarité. J'ai fait... Ouais, j'ai fait beaucoup de choses comme ça. Et puis, j'ai eu aussi j'ai fait un peu une rencontre avec des filles qui montaient une association de violence conjugale, de lutte contre les violences conjugales. Comment tu les as rencontrées ? Par intermédiaire aussi, c'était une copine d'amis. Ouais. Et donc, tu apprends qu'elle monte cette association ? Et qu'elle cherche une avocate avec qui travailler. Donc là, je les rencontre et le contact passe hyper bien. Et je me rends compte qu'on fonctionne bien ensemble, qu'on a un peu des idées communes sur beaucoup de choses. Et donc là, on commence une espèce de collaboration informelle où je fais des permanences à l'association, où je reçois beaucoup de femmes victimes de violences. Donc tout ça de façon tout à fait honorifique, j'imagine. Oui. Ouais. Ça a duré combien de temps cette période à faire beaucoup de, tu vois, de pro bono, du bus de la solidarité, ces permanences-là ? Franchement, ça a duré, je sais pas, parce que ça dure encore un peu. J'ai encore beaucoup de pro bono. Moi, je me vois pas en fait refuser le dossier d'une dame, enfin d'une cliente qui a pas forcément les moyens de payer, mais qui est en danger. Donc non, ça, je pense que ça s'arrêtera jamais vraiment. Mais c'est vrai que maintenant, c'est plus du tout
c'est plus du tout le centre de. Enfin, c'est pas du tout de cette manière-là, effectivement, que je construis ma clientèle. C'est plus en faisant des permanences, quoi, effectivement. Ouais. Comment ça a évolué, ça, ton développement de clientèle? Je pense que j'ai de plus en plus, je suis de plus en plus devenue spécialisée, on peut pas forcément dire ce mot-là, mais engagée et connaisseuse, en fait, dans ce domaine-là. Et puis forcément, après, le bouche à oreille fait son effet. J'ai travaillé avec de plus en plus d'associations de lutte contre les violences faites aux femmes. Et puis, oui, aujourd'hui, en fait, je suis tellement... Enfin, c'est mon cabinet est dédié à ça, en fait. Donc... Et ces associations, c'est toi qui t'es manifesté auprès d'elles? Non, c'est elles qui sont venues te chercher au fur et à mesure des dossiers, en dossiers. fait. Ouais. Un dossier, si une cliente elle était dans cette association, dans telle association, et que l'association a trouvé que j'avais bien travaillé, après ils m'envoyaient d'autres dossiers. Enfin, ça s'est fait de manière assez naturelle. Donc en fait, t'as commencé par du pénal et j'entends aussi un peu de famille. Très peu. Très peu le droit de la famille, ouais. Donc principalement du pénal. Et au fur et à mesure, ça s'est resserré. En fait, j'ai longtemps fait des deux, à la fois en défense et puis côté victime. Et puis ça s'est complètement resserré sur les victimes, sur les femmes victimes de violences. Parce que tu as commencé à refuser les personnes les prévenues, parce que... Oui. Ouais. Oui, puis j'avais de plus en plus de dossiers de femmes victimes. Et puis surtout, à un moment donné, c'est aussi certainement, même si je ne l'ai pas verbalisé, mais c'est un choix aussi que j'ai fait d'être une avocate engagée dans une direction, avec une cause. Et c'est comme ça que je conçois mon exercice, en fait. Mon métier aujourd'hui. Je sais qu'on peut être avocat... alternativement en défense et puis côté victime, qu'on peut faire quelque chose dans un domaine et puis dans un autre, etc. Mais c'est vrai que moi, si ça m'a beaucoup intéressé de faire ça pendant de nombreuses années, assez vite, je me suis rendu compte que j'avais besoin, en fait, pour trouver un peu un sens, quoi, à mon métier, je dirais peut-être pas à ma vie, mais que j'avais besoin de lutter dans la même direction. Donc voilà, ça s'est fait un peu tout seul, en fait. Mais au bout de combien de temps tu t'es dit, là, mon cabinet, il tourne? Genre, cette installation, c'était pas de la connerie. Ouais. Je m'en sors. Tu vois, est-ce qu'il y a eu un peu un moment où tu t'es dit, bon, j'ai l'impression que là, quand même... les signaux sont au vert, quoi. Ouais, au bout d'un an, en fait, j'ai vu que j'arrivais à en vivre et puis que même quand il y a des mois, on a peur, on se dit mince, là, il y a rien il y a pas de nouveaux dossiers rémunérateurs qui rentrent, etc. En fait, j'ai vu que ça finissait toujours par arriver et donc au bout d'un an, j'avais même plus le stress. Trop bien. Ouais. Mais c'est aussi parce que je suis pas très angoissée par ça. Qu'est-ce qui fait que t'es pas très angoissée par ça? Parce qu'en fait, je sais pas si j'ai des exigences de niveau de vie très élevées, en fait. Donc, si à un moment donné, il y a moins de choses, je baisse mon niveau de vie. Je sais pas, j'ai pas de... Non, je sais pas, je dois pas être très angoissée. C'est pas ça qui m'angoisse. C'est pas ça qui t'angoisse? Non. Qu'est-ce qui t'angoisse? Ce qui m'angoisse, alors au risque d'avoir l'air un peu geek, mais c'est les injustices, les dysfonctionnements judiciaires, les femmes qui sont en danger. Ça, vraiment, ça m'angoisse. Le compte de mon cabinet, vraiment, ça m'angoisse pas. J'espère que ma comptable, elle va pas écouter. Tu te fais engueuler par ta comptable, souvent? C'est-à-dire que... oui, il y a un carton derrière mon bureau avec en vrac tout ce qui concerne le financier. Des enveloppes non ouvertes, parfois. Souvent. Tu disais tout à l'heure que quand tu étais plus jeune, tu étais beaucoup moins monomaniaque qu'aujourd'hui. Oui. Que tu faisais du piano, tu faisais de la danse. Mine de rien, tu devais quand même un petit peu maintenir tes études parce que c'est obligatoire.
et que du coup, enfin, tu te sentais moins tu dis aujourd'hui t'es plus monomaniaque. Donc aujourd'hui ta monomanie, c'est ça, c'est les injustices faites aux femmes, les violences faites aux femmes. Ouais. Donc c'est on va dire ton sujet d'étude et d'exploration permanent. Ouais, c'est vraiment mon quotidien. C'est une partie de moi maintenant en fait. C'est presque une facette quoi, quelque chose qui me définit en partie, au-delà de ma vie personnelle quoi. Mais c'est un peu mon combat, c'est ma passion un peu aussi. T'as troqué la danse pour les violences faites aux femmes. Ouais, mais en fait, je pense que si j'avais peut-être à l'époque eu la maturité que j'ai eue à la fin du barreau, peut-être que je me serais dit je crée ma compagnie et puis je lutte pour une cause aussi en fait. Enfin, finalement, c'est un moyen en fait. Je crois que mon métier, il est un moyen pour agir dans un domaine qui me touche sur le monde quoi. Et j'aurais peut-être pu le faire avec autre chose. Ouais. Tu me disais tout à l'heure que tu avais repris la danse. Alors parfois je reprends, ouais, mais c'est très cyclique parce que j'arrive pas à le faire de manière comme un loisir, quoi, de manière modérée. Donc quand je reprends très vite, je sens que j'atteins un point de bascule où il faut vite que j'arrête complètement pour pas changer de manie. Sinon, tu aurais une espèce de tentation de ne refaire que ça à nouveau. Ouais. Et c'est drôle. Et si j'ai une question, je déborde un petit peu sur des informations que tu m'as données. Tu peux me dire si c'est pas ok, mais tu as des enfants ou tu as un enfant? J'ai un petit garçon. T'as un petit garçon. Ouais. Et aujourd'hui, tu exerces seule? Non. J'ai 2 collaboratrices. T'as 2 collaboratrices? Ouais, et 2 stagiaires. Ouais. Bientôt une 3e collaboratrice. Alors attends, non mais donc ton cabinet, il s'est méga développé. À partir de quel moment tu t'es dit allez vas-y je me lance, je prends une collab et puis une deuxième? Ouais, ça s'est fait progressivement. Déjà, ah oui, c'est vrai, je t'ai pas dit. J'étais associée au départ. Tu t'es associée au départ? Oui, au départ, je m'installe avec une copine et ça se passe relativement bien. Ouais. Jusqu'à qu'on se rende compte qu'en fait, on n'est plus vraiment dans les mêmes directions, avec les mêmes objectifs. Elle voulait beaucoup plus aller vers le droit du travail. C'était plus vraiment compatible avec mon activité à moi. Et finalement, on se désassocie, je pense, en 2017. Voilà. Et à partir de là, je prends au départ une stagiaire avocate. 6 mois après, je prends une collaboratrice à mi-temps, parce que j'avais peur de faire tout de suite un plein temps. Et puis, quelques mois après, je me rends compte que ça suffit pas, sauf que j'avais pris une collaboratrice à mi-temps qui recherchait un mi-temps. Moi, je voulais pas limiter quelqu'un dans son travail. Donc, en fait, elle pouvait pas passer à plein temps. Donc, je prends une 2e collaboratrice à mi-temps. Après cette 2e collaboratrice, je la fais passer à plein temps, donc il y a plus de travail. Et puis, cette année, au cours de cette année, la collaboratrice qui était à mi-temps s'est installée. Voilà, ce qui est très bien pour elle. C'est ce qui. Ça fait partie du deal. Voilà, exactement. Et là, je l'ai remplacée par une collaboratrice à plein temps. Donc aujourd'hui, j'ai 2 collaboratrices à plein temps et je vais recruter une collaboratrice à mi-temps parce que c'est un peu mon mode d'action, quoi. Ton mode de fonctionnement, tu fais par demi-part en fait. Exactement. Et tiens, je suis curieuse d'avoir ta perspective sur le mi-temps comme employeur, justement. Comment tu t'organises pour que ce mi-temps soit un vrai mi-temps? Parce que tu sais, la critique qui est souvent faite de la collaboration libérale à mi-temps, c'est en fait on déborde et que ça devient un plein temps payé comme un mi-temps. Exactement. C'est exactement ça. Pas du tout ce que je voulais faire. J'imagine que c'était pas. Enfin voilà, vu ton engagement par ailleurs, je pense que c'est pas trop dans ta manière de fonctionner. C'est un peu hypocrite, Même si je pense qu'il y en a que ça dérange pas de défendre ces causes-là et de fonctionner comme ça. Toi, comment est-ce que tu t'es organisée pour que ce soit pas le cas, et ton expérience en pratique, tu vois, comment ça peut fonctionner pour que ça fonctionne bien, sachant que
tu vois, tu fais du pénal, donc il y a beaucoup d'imprévus, de dernière minute, tu vois, quand même, l'organisation, elle est... tu sais pas, t'as pas un espèce de plan de charge où globalement, tu peux regarder de 9h à 19h, qu'est-ce qui rentre, et puis tu vois, tu dispatches un peu à ton bon vouloir et en fonction des deadlines du client, mais tu vois, c'est quand même une activité avec beaucoup d'imprévisibilité, beaucoup de tout ça. Donc, pour l'organisation, c'est compliqué. L'organisation en équipe, encore plus. Et alors, l'organisation d'équipe avec des mi-temps, potentiellement encore plus. Donc, je suis curieuse d'avoir ton retour d'expérience. En fait, l'idée, c'était qu'il y ait vraiment 2 jours et demi par semaine où elle ne fait rien au cabinet. Voilà. Et après, sur les 2 jours et demi qui restent, là, elle travaille pour le cabinet. Et alors, c'est vrai qu'avec la première collaboratrice à mi-temps que j'avais, au départ, on avait vraiment défini les jours, parce que c'est dans le contrat de l'ordre. Mais quand il y avait une audience, surtout les audiences d'ordonnance de protection qui tombent de manière un peu imprévue, etc., on échangeait un petit peu les jours, quoi. Donc, elle me disait, comme là, l'audience, elle est jeudi, je viendrai pas mardi, mais je viendrai jeudi. Mais on comptait comme ça. Avec l'autre collaboratrice que j'ai eue à mi-temps, elle était peut-être moins, comment dire. En fait, on comptait moins, mais tu lui faisais confiance. Je faisais confiance. Et il n'y avait pas de contrôle, donc j'espère qu'elle est vraiment respecté le fait qu'elle était à mi-temps et pas plus. Et je crois que c'est le cas. Mais oui, je contrôlais pas beaucoup. Mais en fait, c'est vrai que de manière générale, dans mon cabinet, j'ai pas beaucoup d'exigences d'horaire. Enfin, si elles sont beaucoup là, hein. Mais j'ai pas de. Enfin, pour moi, ce qui compte, voilà, pour moi, c'est pas ça qui compte. Et puis, si elles ont un rendez-vous personnel dans la journée, même si c'est pas pour un de leurs dossiers, mais je suis pas très regardante en fait sur ça. De toute façon, elles travaillent hyper bien et elles sont très motivées. C'est incroyable. J'ai beaucoup de chance, donc voilà. Je suis sûre que c'est pas que de la chance. Ok, donc un fonctionnement où globalement, la première, vous aviez défini des jours, avec de la flexibilité s'il fallait glisser un jour ou une demi-journée à un autre moment. Et la deuxième, ça s'est moins organisé comme ça. Oui, en fait, c'est elle qui me disait, là, je ne viendrai pas tel et tel jour. Et elle faisait en fonction des exigences du cabinet. Elle me disait, tel jour et tel jour, je ne viendrai pas. Voilà. Oui, donc, mais quand même, pour qu'elle fasse ça, mais en fait, elle fait ça en fonction des dossiers. Enfin, en fait, elles ont la main sur les dossiers qu'elles gèrent. Oui. Et c'est ça. Toi, tu te reposes sur leur bonne intelligence pour s'adapter en fonction, quoi. Ouais, je pense que quand ça se passe en bonne intelligence, en fait, ça se passe mieux. Hein. Donc, il y a beaucoup de bienveillance. Et tu vois, tu dis, là, tu recrutes encore une collaboratrice. Donc quand même, tu vois, parce que tu disais, moi, la compta, j'ai pas d'angoisse sur ce qui rentre dans mes comptes. Mais tu as quand même 2, bientôt 3 collaboratrices. Donc tu vois, t'as des. C'est pas juste si. Oui, c'est pas juste moi. C'est pas juste toi. Donc tu vois, ça fait une différence en fait derrière. J'imagine que si t'angoisses pas de ça, c'est parce que en fait l'expérience fait que ta trésor, elle est globalement. Oui, je sais que ça tient la route. Oui, je sais que ça va. Ouais, tu sais que ça va. Et mais ouais, ça aurait pu, tu vois, ça aurait pu être un sujet parce que c'est plus facile quand c'est juste toi. Tu te dis voilà, si un mois je dois manger des pâtes, je mangerai des pâtes, tu vois. Genre, mes exigences en termes de mon niveau de vie, elles sont pas hyper élevées, je m'adapte et tout machin. Mais quand c'est pas que toi, mais que t'as aussi des collaboratrices, du coup, mais en fait, toi, ça t'a pas trop affecté là-dessus? Non, en fait, j'ai vraiment l'impression que le chiffre d'affaires augmentait avec l'arrivée des collaboratrices aussi, donc oui, non, ça suit en fait. Elles étaient vite absorbées en fait en termes de coûts par rapport au chiffre d'affaires généré, on va dire. Ouais, je pense. Ouais. J'aime que tu répondes, je pense. Je pensais pas avoir des questions de compta en fait. Ouais, non, c'est plus des questions de gestion au global, tu vois. Ouais. Mais ouais, c'est marrant. Non, mais je te pose cette question parce que beaucoup se la posent. Parce que beaucoup se la posent. C'est un stress. Ouais. Et c'est un stress et ils se disent bon, mais là, le cabinet ça va et j'aurais du travail pour quelqu'un d'autre, peut-être plus à mi-temps qu'à temps plein, mais
mais j'ai peur que ce soit pas pérenne et puis j'ai peur que ce soit pas complètement absorbé. Et donc, tu vois, il y a quand même pas l'envie de recruter quelqu'un en se disant, bah, et en fait, si j'ai été trop ambitieux, si j'ai vu trop haut, je vais rompre le contrat de collab parce que c'est quand même jamais hyper agréable de se lancer dans un recrutement en se disant que finalement, après-demain, si c'est la déroute, on largue quelqu'un. Et donc, tu vois, du coup, moi, c'est vrai que c'est des angoisses que je recueille beaucoup. Et je rassure les gens en disant, ben écoutez, si ça peut vous rassurer, moi, mais c'est un biais du survivant aussi peut-être, tu vois, je ne parle qu'avec des gens qui ont survécu à l'absorption de ce collaborateur ou de cette collaboratrice. Puis après, c'est vrai que je l'ai fait de manière hyper progressive. Ouais, c'est ça, un peu frileuse même, un peu prudente, je vais pas recruter d'un coup. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, je veux passer d'un élève avocat à une collaboratrice à mi-temps. Et puis parfois même, je passais à 3/5e, 4/5e, 5/5e. En fait, ça a toujours été progressif, ouais. Et pour revenir à ma question initiale, donc tu as un petit garçon. Oui. Et comment tu articules ta vie de pénaliste, chef d'entreprise, avec ta vie de maman? Ouais, est-ce que c'est une question déjà? Ouais, c'est une question parce que en fait, c'est une question dans l'idée. C'est une question, effectivement, c'est une question que je me poserais si finalement je m'étais pas rendu compte qu'en pratique, la question ne se pose pas. C'est-à-dire que effectivement, c'est surtout pour quand j'ai des déplacements où là je pars plusieurs jours, où c'est pas forcément prévu, ou des assises qui durent un peu longtemps, où je pars aussi parce que sinon c'est un peu compliqué avec la distance. Donc ouais, ça fait des gros changements dans son quotidien, mais ça reste assez ponctuel, c'est pas toutes mes semaines. Et puis le reste du temps, j'ai aussi un emploi du temps assez libre qui peut me permettre, quand je vois que ça va, il n'y a pas trop de travail ce jour-là, il n'y a pas d'urgence, je peux aller le chercher tôt, je peux en profiter. Donc ça s'articule bien en fait. Mais je pense que c'est aussi grâce au fait que je suis pas seule et qu'on peut qu'on se relaie en fonction des besoins de chacune et voilà. Tes collaboratrices, elles ont des enfants aussi? Il y en a une qui a des enfants. Ouais. Et du coup, j'ai interviewé une avocate qui fait de la réparation du droit du dommage corporel, juste de la réparation du dommage corporel, on s'arrête là, et qui a eu un parcours un petit peu particulier, qui est devenue avocate sur le tard et qui avait déjà 2 enfants, qui était moyennement grande quand elle est devenue avocate. Et la première personne qu'elle a recrutée, c'était une assistante paralégale plus, tu vois, qui elle aussi, je crois, tu vois, avait des enfants, enfin, tu as une espèce de un gynécée, on va dire que ça crée un gynécée de working moms dans des vies pas toujours faciles et tout, et elle parlait justement de un peu de cette méga entraide au cabinet, tu vois, du fait voilà. Donc j'entends un petit peu ça aussi dans ce que tu me dis sur comment fonctionne le tien. Ouais. Tu veux continuer à faire grandir ton cabinet? Je sais pas trop si je réfléchis comme ça en fait. S'il y a besoin que mon cabinet grandisse pour continuer à absorber des dossiers qui arrivent, il grandira. Et en même temps, il me plaît comme il est. Donc c'est pas c'est pas une ambition en soi que de vouloir une structure assez imposante. Voilà. C'est plus tant qu'il y a besoin de moi, tant qu'il y a besoin de compétences sur cette expertise. Mon cabinet devra suivre. Le cabinet suivra. Ouais, c'est plutôt ça. Ouais. Et non, mais tu vois, c'est des questions intéressantes en termes de projection en fait. Oui, c'est vrai que ma projection, elle est plus à l'extérieur en fait de mon cabinet que centrée sur mon cabinet, quoi. Donc ta projection, elle est sur la cause. Ouais, complètement. Exactement. Est-ce que tu as la fatigue du militant? Parfois. Parfois, ouais, c'est vrai que c'est un peu... ça peut être épuisant, c'est dur quand on voit que les choses, elles avancent pas comme elles devraient. Et en même temps, je crois que j'ai aussi beaucoup la force, quoi.
du militant, en fait. La force et la force que me donnent, en fait, aussi mes clientes. Parce que les femmes, les victimes, c'est vrai qu'elles ont parfois dans les procédures une énergie colossale, quoi. Enfin, moi, elles m'impressionnent. Je les admire, en fait. Mes clientes, je les admire, je les aime beaucoup. Et elles me donnent aussi beaucoup l'énergie qu'il faut, en fait, pour les suivre sur le niveau, sur le terrain juridique. Donc, j'ai l'impression d'avoir une force, quoi. Plutôt. T'as l'impression que c'est une cause qui progresse ? Oui, quand même. Ouais. Dans le sens où on en parle plus, dans le sens où c'est des dossiers qui retiennent plus l'oreille des juges. Tu trouves que les services publics évoluent favorablement dans la prise en charge ? Quel est ton regard sur l'évolution de cet écosystème ? Je trouve que c'est une cause qui évidemment est saisie par le politique, par l'opinion publique, par les journalistes. Donc une cause qui est reconnue, qui est saisie, et avec beaucoup de tentatives en fait de faire avancer les choses, d'améliorer les choses à tous les niveaux. Et donc il y a des progrès, mais c'est complètement insuffisant, quoi. C'est sûr. T'as encore de longues années devant toi de lutte. Ouais, je pense. Quelle est ta dernière joie ? Tout à l'heure, j'ai obtenu une ordonnance de protection pour une cliente qui était victime de violences conjugales depuis des années, qui est arrivée dans mon cabinet la semaine dernière, complètement en détresse en fait, et qui n'y croyait même pas, quoi, qu'elle pouvait espérer une vie différente. Et donc on a eu la décision tout à l'heure. Donc je lui ai annoncé par téléphone que ça y est, il était obligé de quitter la maison, que il avait plus le droit de l'approcher, et elle pleurait de soulagement en fait, et puis ça m'a vraiment procuré de la joie. Félicitations. Ouais, merci. Cette cliente, elle est venue à toi directement via une association ? Je sais pas. Tu sais pas. Non. Tu leur demandes pas ? Maintenant, je demande plus. Je demande plus. C'est une information qui pourrait être utile en termes de, si je réfléchissais à ma méthode de développement, mais j'ai pas le temps. Alors c'est une information dont je m'encombre plus, ouais. C'est le luxe du cabinet qui tourne. Ah, peut-être. Ah ouais. Je vais le voir comme ça. Non, mais en fait, il y a plusieurs manières de le voir. Il y a effectivement, on sent que t'es pas très tourné vers la question de la gestion. En même temps, je le comprends, t'es très occupé par d'autres causes. Oui. Et effectivement, cette information, elle est d'abord et avant tout intéressante pour se dire, en fait, qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui me ramène des clients ? Et donc, de se dire que quitte à intensifier des efforts quelque part, autant le faire vers les endroits d'où viennent le plus les clients. Mais c'est... Ouais, mais là, tu sais, tu parles à une avocate qui n'a pas de site internet. Ouais. Tu sais. Mais attends. Comme quoi, c'est pas c'est pas une obligation, on va dire. Enfin non, peut-être que quand le podcast sortira, j'aurai mon site internet. Comme ça, je me mets une échéance. C'est un projet quand même. Hein. C'est un projet ? Ouais. Mais genre qui est un peu avancé ? Non. Genre t'as parlé à un web designer ? Oui. Ah ok. Oui, donc il est un peu avancé. Oui. T'as identifié quelqu'un. Je fasse mes textes et tout ça. Oui. Mais bon, ça, c'est sûr que ça arrive tardivement, quoi. Ouais, en même temps, ça a tourné sans. Oui. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu veux un site internet alors que ça tourne sans ? Parce que j'aimerais pouvoir présenter mon équipe, mes collaboratrices, parce qu'en fait, je trouve que là, du coup, alors qu'on travaille beaucoup en équipe, je trouve que c'est vraiment moi, mon nom, ma personne, que les clientes connaissent, vers qui elles vont. Donc déjà, je trouve que ce serait bien en fait qu'elles apparaissent. Et aussi, il y a quand même des clientes au premier rendez-vous qui me demandent mais est-ce que vous faites telle matière, est-ce que vous faites telle autre ? Et donc là, je leur dis oui, bien sûr. Et ils me disent on a cherché sur internet, on n'a pas trouvé de site. Et j'ai peur que ça fasse que ça puisse en inquiéter ou je sais pas. Et puis en fait, c'est vrai que maintenant que c'est très clair pour moi ce que je fais, quelle avocate je suis, quelle est la cause de mon cabinet, je trouve que autant l'assumer sur la toile. C'est beau cette affirmation de soi.
Mais non, mais cela dit, c'est vrai que un site, en fait n'importe quelle vitrine virtuelle, mais même une plaquette, enfin n'importe quel support de communication, c'est très difficile de mettre du contenu quand on ne sait pas qui on est et ce qu'on fait et pour qui, quoi. Donc c'est pour ça que la base, c'est cette réflexion. Exactement. Et au départ, par exemple, j'en ai pas fait parce que j'arrivais pas trop à avoir une étiquette, quoi, parce que je savais pas laquelle en fait et laquelle il me fallait. Et puis j'aimais pas trop l'idée d'avoir une étiquette, mais en fait maintenant, non, ça me va. Qu'est-ce que tu portes sous ta robe ? Mon éternel col roulé noir, toujours. Merci beaucoup, Pauline, pour cet échange. Merci, Lila-Louise. Vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, donc j'imagine que ça vous a plu. Pour me remercier et pour aider d'autres personnes comme vous à découvrir le podcast, vous pouvez le partager, vous abonner depuis votre application d'écoute de podcast et laisser un avis et 5 étoiles. Ça fait vraiment la différence au niveau des algorithmes. À la semaine prochaine!